À la une ce soir. L'Iran exige un cessez-le-feu au Liban avant toute négociation de paix avec les États-Unis. If the Iranians are willing to negotiate in good faith, we're certainly willing to extend the open hand. If they're going to try to play us, then they're going to find that the negotiating team is not that receptive. Le ministre Bélanger soulève des inquiétudes en lien avec l'implantation du dossier santé numérique. C'est étonnant que le ministre se réveille maintenant. Nous, ça fait pratiquement 2 ans qu'on lève des drapeaux rouges. Est-ce qu'on peut se payer dans le même mandat d'un gouvernement de la CAQ un deuxième SACLIC, mais en santé? Et exclusivité Nouveau Info. Québec renouvelle son plan de lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs. Il y a des hommes qui sont prêts à payer pour coucher avec des enfants de 12 ans. Il faut s'assurer de mettre toutes les ressources pour les victimes. Il est 17h, voici votre Nouveau Info. Bonne fin de journée, bon vendredi. Les pourparlers entre l'Iran et les États-Unis, ça représente vraiment un moment décisif pour l'avenir de la guerre en Iran. Les différentes délégations arrivent donc tour à tour au Pakistan. C'est là où vont se tenir les négociations. Donald Trump qui a menacé l'Iran de mener des frappes encore plus fortes s'il n'y a pas un accord bientôt. La trêve, je vous le rappelle, a été instaurée il y a 3 jours. Ça demeure donc toujours fragile. Et là, Lila, il y a plusieurs points qui seront abordés lors de cette rencontre, dont le fameux cessez-le-feu qui est durable. Oui, donc J.D. Vance en route pour justement négocier ce cessez-le-feu. C'est des négociations fragiles, ça, Sabrina. Déjà, ça va commencer demain. Mais qu'est-ce qu'on négocie? C'est flou. Ce qu'on sait pour l'heure, c'est que J.D. Vance, le vice-président, il rejoint Witkoff et Jared Kushner. Là, c'est le haut du gouvernement américain. Et en face, le président du Parlement et du ministre des Affaires étrangères iranienne. Et donc, c'est un vrai face-à-face haut placé. J.D. Vance qui est confiant et en même temps un petit peu méfiant. I think it's going to be positive. We'll, of course, see. As the President of the United States said, if the Iranians are willing to negotiate in good faith, we're certainly willing to extend the open hand. If they're going to try to play us, then they're going to find that the negotiating team is not that receptive. So we're going to try to have a positive negotiation. The President has gave us some pretty clear guidelines, and we're going to see. Bon, les États-Unis ont un plan en 50 points et veulent évidemment la réouverture du détroit d'Ormuz. Et l'Iran a un plan en 10 points. Mais eux, ils l'ont dit, ils l'ont annoncé, ils ne négocieront pas si le Liban n'est pas inclus en fait, dans la négociation de cessez-le-feu. J'en ai discuté avec un expert. Si on compare les points américains, on compare avec les points iraniens, il y a un caractère irréconciliable. C'est vraiment une logique de jeu à somme nulle. On pourrait dire que les Américains ont envie de sortir de cette ornière. Ils ont envie de sortir de cette crise. Trump s'est rendu compte qu'il a mis le pied dans un guêpier. Alors que, étrangement, les Iraniens qu'on donnait affaiblis, le genou à terre, montrent de la combativité. L'éléphant dans la pièce, c'est les Israéliens qui rendent tout ça impossible. Virtuellement, en tout cas, impossible que ces négociations aboutissent à quelque chose de solide. Bon, et ce matin, Donald Trump qui s'est entretenu avec le New York Post pour dire que, grosso modo, les États-Unis, ils se sont ravitaillés militairement. Encore un discours belliqueux. Et en début d'après-midi, sur Truth Social, cette fois-ci, il a écrit « Les Iraniens ne semblent pas se rendre compte qu'ils n'ont aucune carte en main, et si ce n'est de manipuler le monde en exploitant les voies navigables internationales. La seule raison pour laquelle ils sont encore en vie aujourd'hui, c'est pour négocier. » Ça aussi, Sabrina, ça n'augure rien de bon pour les négociations. Toujours en train de menacer Donald Trump. Et là, il y a le Liban qui se remet toujours des attaques d'Israël de mercredi. Ça a été les frappes les plus meurtrières depuis 2024, en fait. Ouais, 300 morts juste pour cette seule et unique journée du 8 avril. Plusieurs médias ont rapporté que Trump et Netanyahou ont eu un appel tendu aujourd'hui. Alors, on présume que c'est au sujet du Liban. Et on vient d'apprendre que, donc, mardi, à Washington, le Liban et Israël vont se rencontrer. Peut-être la porte pour un nouveau cessez-le-feu, qui sait. Et maintenant, on va essayer de conclure sur quelque chose d'un petit peu plus positif parce qu'on va parler des 4 astronautes de la mission Artemis 2 qui devraient retourner sur Terre. Ça va se passer au cours des prochaines heures. Oui, on ne sait pas trop, 7h45, 20h, en tout cas autour de 20h, l'équipage d'Artemis devrait donc amérir au large de la Californie. C'est la partie la plus difficile, dangereuse même du voyage, ça, Sabrina. Ils vont devoir survivre à des températures proches de 3000 degrés Celsius. Et ça, juste pour info, c'est la moitié de la chaleur de la surface du Soleil. Donc on va suivre ça avec attention. Jusque-là, la mission a été un véritable succès. Vraiment. Et d'ailleurs, on va en parler un petit peu plus tard avec le vulgarisateur scientifique Martin Carly. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Lila. Merci.
Bon, c'est visiblement pas facile d'implanter la technologie au sein du gouvernement provincial. Les enjeux liés à l'implantation du dossier santé numérique inquiètent justement le ministre de la cybersécurité et du numérique. Est-ce qu'on se dirige vers un autre fiasco informatique comme celui de SACLIC, mais cette fois-ci en santé? En tout cas, Jean-François, le ministre, craint surtout pour la protection des données des Québécois. Oui, le dossier de santé numérique, ça va contenir les informations personnelles sur la santé des Québécois. Donc, on parle quand même d'informations très sensibles et ça va être hébergé sur des serveurs canadiens, mais géré par une entreprise américaine. Et il y a une loi aux États-Unis qui permet donc aux États-Unis d'avoir accès à ces données-là. Et ça inquiète beaucoup le ministre Gilles Bélanger. Il y a d'autres éléments également qui font en sorte que, selon lui, on n'est pas prêt à y aller le 9 mai comme prévu avec le projet pilote dans quelques régions du Québec. Du côté de Santé Québec, c'est le contraire. On dit que les voyants sont au vert ou au jaune et qu'on sera prêt le 9 mai à aller de l'avant avec ce projet-là. Moi, je veux m'assurer que ces données-là sont sécurisées. Qu'on a fait des tests, on fait des tests au niveau du DSN. On a un audit qui est en cours au niveau de cet audit-là. Et moi, il me reste des réponses à avoir. Pour le moment, Sonia et moi, on n'est pas dans une position confortable pour dire go. Si vous avez dans un hôpital, c'est des cartables de papier. On arrête ça et on met en place un système qui va être tout numérique. C'est normal qu'on a quelques enjeux, mais on est là pour les accompagner. Et il y a l'opposition qui veut que le gouvernement mette les freins pour éviter le possiblement dérapage. Oui, on a en tête, bien entendu, ce qui s'est passé avec SACLIC, tous les dépassements de coûts également. Et on dit du côté de l'opposition qu'on a vu ça venir quand même depuis un bon moment, qu'il est temps d'arrêter ça. Il parle de la protection des données des Québécoises et des Québécois en matière de santé, ce qui est extrêmement sensible. Mais il parle aussi de frapper un mur. Il fait la comparaison avec SACLIC. Donc, est-ce qu'on peut se payer dans le même mandat d'un gouvernement de la CAQ un deuxième SACLIC, mais en santé, avec les conséquences que ça peut avoir? Il faut tout arrêter, tout de suite. Que Mme Biron, la PDG de Santé Québec, vienne à l'Assemblée nationale, qu'on lui pose les bonnes questions et qu'on comprenne le genre de risque qu'elle essaye de nous faire, sans compter aussi tous les dépassements en centaines de millions. Donc, je rappelle que ce projet pilote doit être lancé le 9 mai. Et en terminant, bien sûr, on va suivre cette fin de semaine la course à la direction de la CAQ qui va couronner le ou la prochaine première ministre du Québec. Ça se passe dimanche. Pour ce qui est du vote en ce moment, il y a 66 des suffrages, en fait, des militants de la CAQ qui ont déjà voté. Il y en a peut-être qui vont décider d'attendre à la dernière minute. C'est à 15 h la date limite. On aura un hommage également à François Legault lors de cette journée. Résultat prévu vers 16 h. On va suivre ça, bien sûr, avec attention. Merci beaucoup, Jean-François. Bon week-end. Bye-bye. Vous avez un sujet d'enquête à nous transmettre, une nouvelle vous fait réagir, vous avez une histoire à partager, puis je vous invite à m'écrire par courriel au s.rivet@nouveau.info. L'itinérance a atteint un sommet au Québec. Ce sont maintenant plus de 12 000 personnes qui vivent dans la rue, et ce, à travers la province. On va aller faire le point avec Annie Savage. Elle est directrice du réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal. Bonsoir, Annie. Bonsoir. Donc, d'abord, quand on regarde ça, je viens de le dire, c'est un sommet qui a été atteint du côté de la province. Est-ce que ce sont des données qui sont alarmantes? Oui, certainement alarmante, mais pas surprenante. Et j'ai envie de dire, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Nous, on voit vraiment toute l'ampleur du phénomène. Le dénombrement permet de capter l'itinérance qui est visible, mais il y a tout un pan de l'itinérance aussi qui est plus caché, moins visible. C'est le cas notamment pour l'itinérance des femmes, l'itinérance des jeunes, l'itinérance des personnes à statut précaire. Donc, ça nous donne un indicateur qu'il faut agir plus que jamais, bien sûr. Ça nous donne un indicateur qu'on travaille vraiment pas dans le bon sens, mais c'est encore plus alarmant sur le terrain que les chiffres le démontrent. Bon, parce que vous dites que on procède d'une telle façon pour faire le recensement, mais comment on fait pour s'y prendre? Parce que ce sont des gens quand même qui n'ont pas d'adresse, là. Oui, exact. C'est quand même un gros exercice qui est mené. Dans le fond, c'est des équipes de bénévoles qui sillonnent les rues. Donc, c'est sûr que tout le territoire n'est pas couvert. Il y a beaucoup de zones aussi. Je parle de campements plus isolés.
qui ne sont pas dénombrés. Donc, c'est un gros exercice et ça nous donne un indicateur qui est intéressant, mais il ne faut pas se fier juste sur ce chiffre-là. Ce qui va être plus intéressant encore, c'est attendre les analyses qu'en fait la Direction régionale de santé publique, la DRSP, qui va vraiment se pencher sur ces données-là, qui va faire parler les chiffres. Et là, on apprendra peut-être d'autres informations importantes et pertinentes pour mieux agir. Oui, parce que dans les données aussi, ce qui peut avoir l'air surprenant, c'est qu'il y a une hausse de 30 quand même en région de l'itinérance. Est-ce que vous pensez qu'on en fait justement assez en région? Parce que souvent, on se dit, bon, c'est un problème qui est montréalais, mais visiblement, ça se passe ailleurs au Québec aussi, là. Oui, puis tu sais, on l'a toujours dit, l'itinérance n'est pas qu'un enjeu montréalais, c'est partout au Québec. Je pense que les données du dénombrement le démontrent bien. Puis là, ça reste aussi que, ben, tu sais, on l'a vu à Montréal, l'itinérance, c'est partout, hein, dans l'ensemble des territoires, pas juste au centre-ville. Mais il faut faire attention parce que la méthodologie qu'on utilise, dans le fond, elle a ses limites. Et donc, avec la même méthodologie, on n'est pas en mesure de... Je pense que les chiffres pour Montréal sont largement sous-estimés. Oui, en plus, on le voit beaucoup là, dans les rues, justement, les campements là, qui sont de plus en plus présents. Bref, on va continuer de suivre ça, bien sûr. Madame Savage, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Un travailleur a perdu la vie dans un terrible accident. Ça s'est passé ce matin dans le quartier Saint-Michel. L'homme aurait été écrasé par un camion semi-remorque dans la cour arrière de l'entreprise Cintas, spécialisée en production d'uniformes et de matériel de sécurité. Son décès a été constaté sur place. On ignore les circonstances du drame qui s'est produit donc vers 8h30. L'âge de la victime n'a pas été précisé. C'est bien sûr la CNESST qui fait enquête. Salut Alex. Salut Sabrina. Alors, on sait l'intelligence artificielle, ça s'invite partout, même là chez Environnement Canada. Oui. Qu'est-ce que ça pourrait changer, en fait, cette implantation-là? Là? Des données peut-être plus précises? Oui, bien là, c'est une nouvelle majeure dans le monde de la météo ici au Canada. C'est même une des avancées les plus importantes pour Environnement Canada. Et là, ce qui va changer à partir de maintenant, c'est que l'intelligence artificielle va venir se combiner avec le modèle de prévision traditionnel. Donc, on va se retrouver avec un modèle hybride. Et pour bien comprendre comment ça va fonctionner tout ça, il faut comprendre comment fonctionnent les prévisions en ce moment. Donc, le modèle traditionnel se base sur la physique. On va prendre en considération les conditions météo actuelles. On va calculer comment elles évoluent dans le temps. Donc, on simule l'atmosphère, c'est-à-dire les mouvements de l'air, la chaleur, l'humidité, toutes les variables qui vont avoir un impact sur la météo. Et là, en mai, on va venir jumeler l'intelligence artificielle à tout ça pour guider, corriger, soutenir le modèle traditionnel à être plus précis, comme tu l'as si bien dit. Par exemple, l'IA peut reconnaître des situations, des scénarios qui ont eu lieu dans le passé et avoir les mêmes similitudes que les conditions actuelles. Donc, on va avoir une couche de connaissances, une couche d'expertise de plus qui va venir soutenir nos météorologues. Mais pourquoi c'est important quand même de garder le modèle hybride? Pourquoi on ne va pas 100 intelligence artificielle? C'est que les deux ont leur force au final, donc ils vont venir se compléter. Par exemple, le modèle traditionnel, donc je l'ai dit, est basé sur la physique. Il est plus performant quand ça concerne les phénomènes locaux, donc à petite échelle, dizaines, centaines de kilomètres. L'IA, elle, va sortir son épingle du jeu quand on est sur une plus grande échelle, donc des milliers de kilomètres. Donc là, en combinant les deux, on va se retrouver avec des prévisions plus rapides, plus précises, surtout pour les prévisions entre 3 et 7 jours. Selon les chercheurs d'Environnement Canada, c'est un gain d'une journée comparativement à ce qu'on a en ce moment. En gros, quand l'IA va être implantée en mai, les prévisions 7 jours vont être aussi fiables que la prévision 6 jours qu'on a en ce moment. Et ça fait déjà 1 an d'ailleurs qu'on teste le modèle IA. Il est prêt à être déployé le mois prochain. Tu disais tantôt que c'était comme une avancée importante pour Environnement Canada, mais pourquoi? Parce qu'on était déjà capable quand même de prédire un peu la météo. Oui, Environnement Canada, c'est les premiers dans le monde à utiliser ce modèle hybride-là. On peut pratiquement dire qu'en faisant ça, le Canada va devenir l'un des chefs de file en prévision météo. En ce moment, c'est le Centre européen de prévision météorologique à moyen terme qui est l'entité qui fait les meilleures prévisions. C'est la référence. Et selon les chercheurs d'Environnement Canada, l'IA va les permettre d'atteindre le même niveau de précision et même que le Canada pourrait dépasser le Centre européen en ce qui concerne les prévisions pour les jours 7 à 10, donc les prévisions qui sont dites à long terme. Donc, c'est extrêmement bien ce qu'on a pu faire ici avec un court laps de temps. Ça a été développé en 1 an, cette IA-là. Et normalement, un progrès comme ça prend 10 ans. Donc, ça veut dire maintenant, quand il va y annoncer de la neige, ça se peut qu'il y ait vraiment de la neige ou de la pluie verglaçante. Il va vraiment en avoir peut-être la pluie verglaçante. Merci beaucoup, Alex. Merci, Sabrina.
Si vous n'avez pas encore vos plans pour le week-end, on a peut-être une suggestion pour vous. Il y a une grande foire qui célèbre l'art contemporain qui est installée au Vieux-Port de Montréal. Ça va se passer jusqu'à dimanche. L'objectif de Plural, c'est rendre l'art accessible à tous. Et Marika Simard a visité l'exposition avec sa porte-parole, Karine Vanasse. Encore aujourd'hui, on est trop nombreux à croire que l'art contemporain est réservé aux initiés, comme si c'était hermétique. Et c'est là que la Foire Plurale entre en scène pour changer notre perception. Et on en a discuté avec Karine Vanasse, qui est porte-parole de l'événement. Je suis tellement énervée. Il y a des œuvres qui te prennent par surprise, puis tout d'un coup, on dirait que tu comprends l'univers que cet artiste-là te partage. Au contraire, tu comprends pas tout à fait, mais tu es intrigué puis tu as envie de t'en rapprocher. Mettons, juste automédecine, on va les voir. Oui, on parle beaucoup de faire des découvertes à Plural. C'est vrai. Mais tu sais, par exemple, moi, l'année dernière, j'avais un coup de cœur pour des œuvres de Rosalie Gamache. Puis c'est des toutes petites œuvres. Mais tu sais, toute l'année, j'ai regardé qu'est-ce qu'elle faisait. Puis on dirait que là, fait que là, cette année, je suis fière genre, de l'avoir. Ça n'a rien à voir avec moi. Mais je trouve qu'en art contemporain... l'artiste évoluer. Oui, puis tu sais, souvent, c'est des artistes qui sont, pour certains, en début de parcours aussi. Fait qu'on dirait que c'est comme si tu prends la vague de leur parcours au début, puis tu prends plaisir à les suivre après ça, dans comment ils évoluent. Tu sais, je trouve que c'est ça, dans tout l'univers dans lequel on est en ce moment, dans l'ambiance dans laquelle on est, ça fait du bien. Puis aussi, le côté, c'est pas une machine qui fait tout ça, là. Puis tu parlais d'authenticité aussi, puis je pense qu'on est là avec, tu sais, l'émergence de l'intelligence artificielle, tout ça, de voir l'authenticité de l'artiste, de pouvoir parler avec l'artiste, de pouvoir parler avec le galeriste. Rajni Pereira, dans le fond, moi, j'avais découvert son travail il y a peut-être, je sais pas, peut-être 2-3 ans qui ont commencé à la mettre plus de l'avant. Puis les derniers temps, là, ça a explosé. Là, ça fait des expositions partout dans le monde. Fait que ça aussi, cette fierté-là, tu sais. Parce que c'est tous des Canadiens. C'est tous des Canadiens. Juste de l'autre côté, il y a une installation d'une artiste, Elisabeth Perrault. C'est pas une œuvre qu'on amène dans notre salon, mais l'utilité d'une œuvre comme celle-là, de venir la présenter dans une foire comme celle-ci. Quand tu mets ça dans un espace public, c'est intriguant, ça attire, ça vient teinter quand même l'atmosphère d'un endroit. C'est sûr que c'est très impressionnant, les grandes œuvres aussi. Oui. Mais je trouve que ce qui est le fun ici aussi, c'est de revenir des fois à des plus petites œuvres. Celle-là ici, quand on circulait. J'ai appris le calme dans la tempête. Fait que des fois, c'est peut-être que finalement, dans tout ça, c'est même pas les grandes œuvres spectaculaires qui vont te toucher. C'est finalement, tu arrives, tu lis cette phrase-là. Et ça parle. Et ça vient te chercher pour une raison quelconque. Exact. C'est quand la date du printemps? C'est le 26 mars? 21 mars. 21 mars? Moi, je dis que c'est du 10 au 12 avril. C'est ça, le début du printemps. C'est ça. C'est l'arrivée de la Foire Plurale. Exactement. À Montréal, Marika Simard pour Nouveau Info. Direction au restaurant La Belle et la Bœuf de Chicoutimi en 2023. On vous dévoile après la pause combien de temps l'accusé devra... On va aller voir ce qui se passe aux quatre coins du Québec avec nos collègues un petit peu partout. On va commencer avec Étienne qui est à Saguenay parce que ça avait marqué bien des gens, cette agression au couteau dans le restaurant La Belle et la Bœuf en décembre 2023 à Chicoutimi. Bien là, l'accusé va prendre la route de la prison. Oui, effectivement. C'est confirmé aujourd'hui. 14 ans, c'est la peine qu'on lui donne. Mais lui qui avait déjà fait 2 années d'emprisonnement, lui qui était incarcéré en fait depuis les événements, depuis décembre 2023, il lui restera donc 10 années d'emprisonnement parce que les 2 années qu'il a déjà fait, en fait, ont été reconnues par le tribunal comme 4 années. On lui a comme fait un genre de crédit, là, si je peux me permettre l'expression. Donc, il lui reste 10 années d'emprisonnement. 3 victimes dans le dossier, on se rappelle, en décembre 2020, alors qu'Ahmed May a décidé de prendre un couteau pour aller agresser plusieurs de ses collègues. 3 chefs d'accusation ont suivi, tentative de meurtre et 2 voies de fait, en fait, sur 2 personnes différentes. Stéphanie Larocque, une des victimes, celle qui s'est fait trancher la gorge dans le dossier, était là, présente aujourd'hui au Palais de justice et a voulu commenter le dossier. On l'écoute. T'es un père, t'es une mère, tu te fais dire que ta fille s'est fait trancher la gorge. Je veux dire, c'est gros comme histoire, c'est lourd, puis ça reste. Fait que même si le procès est terminé, cette histoire-là n'est pas terminée encore, dans le sens que ça va me suivre toute ma vie, ça va suivre mes proches, ma famille, mes amis, puis les autres victimes aussi. De ce qu'il y en a, en fait, du verdict, c'est vraiment le nom des charges, en fait. Parce que, tu sais, pour les victimes, là, on est passé au début de 3 tentatives de meurtre. Soudainement, l'accusé était prêt à plaider coupable, mais à des chefs d'accusation de voies de fait grave.
sais, nous, comme justificatif, on se fait dire que c'est le même nombre d'années, parce que souvent, ils ne changeront pas le chiffre, mais ils vont changer le mot, tu sais. Puis pour les victimes, en fait, le nom des charges, ça devient le titre de l'histoire. Plus tôt aujourd'hui, au palais de justice de Chicoutimi, la salle était pleine. Il y avait les victimes, il y avait aussi leurs familles. Je voulais mentionner aussi qu'Ahmed Mine n'a pas voulu jeter un regard là, sur les personnes dans la salle. Lui qui avait plaidé coupable. Merci beaucoup. Exact. Merci. Maxime, maintenant, c'est pas facile être un agriculteur. Et dans le centre du Québec, il y en a plusieurs qui doivent combiner 2 emplois en même temps pour assurer leur sécurité financière. C'est une majorité des agriculteurs du centre du Québec qui sont à la fois producteurs laitiers et producteurs acéricoles. Et ce qui leur permet de faire les deux, c'est qu'habituellement, la récolte du sirop d'érable se fait entre février et avril, excusez-moi, mais la production laitière à ce moment-là est un peu plus creuse. Donc, ça leur permet de pallier entre les deux. Avant, la sériculture, donc la récolte de l'eau d'érable, se faisait surtout pour combler le besoin de sirop d'érable par les consommateurs. Mais maintenant, c'est rendu presque un revenu nécessaire par les agriculteurs. Avoir les deux productions, ça apporte une certaine plus-value aux agriculteurs à leur ferme, mais ça diversifie aussi leur production. Comme ça, si l'une d'eux fonctionne moins bien une année, ils ont une sécurité financière, mais ils se laissent quand même guider par la passion. T'sais, il faut y aller avec la passion. En agriculture, s'il n'y a pas la passion qui nous drive, c'est pas avec les salaires, c'est pas avec ce qu'on va gagner à la retraite, parce qu'on sait que le gros de notre argent, on l'a fait quand on l'avait, pas pendant qu'on est en production. Faut aimer ce qu'on fait. Plus facilement contrôlable, mais la coulée des érables dépend vraiment de ce que Dame Nature va décider. Merci beaucoup. On termine avec Fanny, parce que, en Estrie, il y a la saison de ski qui se termine, mais il y a la saison de golf qui commence déjà. Oui, il y a déjà des terrains d'ouvert. Le golf Grande-Baie-Saint-Paul qui est ouvert depuis une semaine déjà. Ça, c'est quand même une dizaine de jours plus tôt dans la saison que pour l'année 2025. Il y a le golf de Waterloo aussi qui appartient au même propriétaire qui ouvrait ses portes aujourd'hui. Ils viennent d'un peu partout au Québec. Ils viennent même des États-Unis pour venir jouer au golf dans la région. Et vous allez l'entendre, ils viennent de loin, mais ils sont aussi nombreux. C'est parti en Lyon parce que les 2 premières journées, c'est toujours presque une tradition pour plusieurs centaines de golfeurs au Québec d'être les premiers à jouer. Alors, on a eu entre 350 et 400 joueurs les 2 premiers jours. Des gens qui venaient d'aussi loin que le Saguenay, Lac-Saint-Jean. Il y en avait de Québec, il y en avait de la Beauce. On a même eu 2 quatuors qui venaient du Vermont. Après, on s'est levé à 4 h du matin, il vient du Saguenay. Fait que je suis parti à 4h20, puis le temps d'aller chercher le café, puis on est monté. Malade un peu. Malade un peu. Alors, l'Association des clubs de golf du Québec nous dit que quand même, en Estrie, dans le Grand Montréal, et puis même là, un peu plus au centre du Québec, il y a plusieurs terrains qui sont ouverts. Au Saguenay, il faudra attendre quelques semaines, alors il faudra encore venir dans la région ici pour jouer au golf. Faut aimer le golf, pas à peu près. Merci beaucoup, Fanny. Bon week-end. Merci. Voici ce qui vous attend au cours de la prochaine demi-heure. Plus que quelques heures avant le retour de l'équipage Artemis 2 sur Terre, entrevue avec Martin Carly. On va connaître l'identité du prochain premier ministre du Québec ce dimanche, le commentaire d'Alain Reyes. Et après une victoire importante face au Lightning de Tampa Bay, les Canadiens se préparent pour un gros week-end de hockey. Mais d'abord, Nouveau Info a appris que Québec a décidé de renouveler le budget pour la stratégie de lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs. Ça survient alors qu'on apprend qu'un de nos reportages a fait une différence dans la vie d'une jeune victime. Les explications d'Étienne Fortin-Gauthier. Ça a commencé vers mes 12-13 ans. J'étais très jeune. Léa nous a livré récemment un témoignage troublant. L'adolescente a été recrutée par un proxénète alors qu'elle n'avait que 13 ans. Elle a dû offrir des services sexuels contre son gré pendant plusieurs années. Les mineurs rapportent plus d'argent que les majeurs. Le client paye plus cher. Son histoire a résonné auprès de jeunes qui ont visionné en classe cet épisode d'Entre les lignes. On nous a informé qu'il y a une étudiante d'une école secondaire qui a décidé de dénoncer son proxénète après avoir entendu le témoignage de Léa. Elle aussi aurait été forcée d'offrir des services sexuels contre son gré et aurait été victime de plusieurs mauvais traitements pour la briser psychologiquement. C'est malheureusement le modus operandi de bien des proxénètes. Il y a une enquête qui a été ouverte, nous confirme plusieurs sources policières, alors que la victime est maintenant accompagnée. Plusieurs écoles nous disent maintenant présenter cette émission en classe.
Le service de police de la Ville de Montréal confirme de son côté une augmentation des plaintes pour exploitation sexuelle ces dernières semaines. Mais le plan de lutte à l'exploitation sexuelle et les budgets qui sont associés ont pris fin le 31 mars. Je suis allé voir le ministre responsable du dossier pour savoir ce qu'il en est. Parce que plusieurs intervenants nous disent on ne sait pas ce qui va se passer. Mais les gens sont dans l'attente, c'est normal. Présentement, c'est une période d'incertitude, c'est vrai. En toute transparence, le budget vient de se terminer. Le prochain va arriver très bientôt, dès que les crédits seront octroyés. Mais je vous le confirme aujourd'hui, l'argent est là et on va voir sous quelle forme ça va prendre. Mais clairement, on continue de mener la lutte. Parce qu'on ne s'imagine pas qu'à Montréal, au Québec, il y a des jeunes de 12-13 ans qui se font exploiter sexuellement, du trafic humain. Au Québec, on a ça. C'est quand même incroyable. Bien, on a ça au Québec, puis je pense qu'entre hommes, il faut se le répéter aussi, il y a des hommes qui sont prêts à payer pour coucher avec des enfants de 12 ans. Pour moi, c'est un dossier extrêmement important. Quand j'étais au SPVM, j'avais promis aux victimes qu'on les oublierait jamais. Alors après ça, on a fait la commission spéciale. On a mis la lumière sur cette réalité-là que peu de gens au Québec connaissaient. Et là, on va renouveler le plan parce qu'il faut aider les victimes. Il faut lutter aussi à l'exploitation sexuelle. On a bien montré comment les organismes communautaires profitent de ces sommes pour faire une différence. Le programme Sphère, qui rassemble des acteurs qui luttent contre l'exploitation sexuelle et accompagnent les victimes, dépend des sommes du plan de lutte. Certains voudraient aussi voir une plus grande cohésion entre les différents corps policiers et un plan plus adapté aux différences entre les régions. Le ministre, lui, est catégorique. Écoutez, comme j'étais policier pendant 28 ans, je connais ces dynamiques-là. Je sais aussi qu'il y en a certains qui voulaient partir chacun de leur côté. Mon message était assez plate. Si vous faites ça, je coupe le financement. Alors, vous allez devoir travailler ensemble, on va trouver des solutions. On ne bâtira pas des silos, on n'a pas les moyens pour ça. Et surtout, il faut s'assurer de mettre toutes les ressources pour les victimes. Il y a un alignement jamais vu entre le gouvernement, les policiers, les organismes d'aide pour s'attaquer à l'exploitation sexuelle. Mais visiblement, il reste encore beaucoup de travail pour changer les comportements puis mettre fin aux crimes de gens sans scrupules. À Longueuil, Étienne Fortin-Gauthier pour Nouveau Info. Pour moi, c'est juste important de communiquer que je suis tellement fier du Canada. C'est le Canada qui a fait le travail de créer cette opportunité d'être ici dans l'espace lointain. On vient d'entendre l'astronaute canadien Jeremy Hansen. C'était mercredi, mais là, l'équipage d'Artemis 2 et lui sont de retour vers la Terre. Ça va se passer ce soir, là, vers 20h. Mais comment ça se passe lorsqu'on revient d'un séjour dans l'espace? On accueille le biochimiste et vulgarisateur scientifique Martin Carly. Bonsoir, Martin. Bonjour. Donc, d'abord, les astronautes ont passé 10 jours dans l'espace. Oui. À quoi ça a ressemblé, d'abord, leur préparation? Bien, en fait, c'est sûr que c'est des années d'entraînement pour réussir à faire toutes sortes de choses, notamment être capable de faire toutes les manipulations qu'ils ont à faire dans l'espace. Il y avait toute l'observation qu'ils devaient faire de la Lune. Donc, ils ont carrément subi une formation en géologie, notamment en Islande, pour être capable de reconnaître les différentes formations rocheuses. Mais c'est vraiment des années d'entraînement. Habituellement, ce qui est aidé aussi, c'est le fait que, bien souvent, c'est d'anciens pilotes de chasse, d'avions de chasse, qui sont les pilotes de ces missions-là. Donc, ils ont déjà une certaine base là, pour pouvoir subir, disons, le côté extrême d'une mission comme ça. Ouais. Tu sais de le dire, côté extrême, lorsqu'on revient d'une mission de 10 jours dans l'espace, le corps réagit comment lorsqu'on amérit après? Bien, en fait, il faut savoir que dans l'espace, il n'y a pas de gravité. En fait, c'est de la microgravité. Il y en a très, très peu. Ça a plein d'impacts. Il y a une perte de densité osseuse, donc il faut qu'il fasse de l'exercice constamment. Il y a une perte de densité musculaire. Ils ont le sang, par exemple, qui va plus dans le visage. Le visage va enfler. Ils ont des problèmes, peut-être même cognitifs, des problèmes au niveau de la vision et tout ça. Donc, c'est vraiment très, très difficile pour le corps. Et lorsqu'ils reviennent sur Terre, bien là, tout d'un coup, la gravité revient. Donc, il faut que tout le corps se réadapte à cette gravité-là. Donc, ça va prendre une rééducation de plusieurs jours pour qu'ils soient capables à nouveau de s'acclimater à la gravité terrestre. Mais juste de passer aussi l'amérissage, je regardais, c'est quoi? C'est 36 000 km/h qui vont traverser l'atmosphère? Oui, exact. C'est une vitesse qui est énorme. Ça a le potentiel de chauffer beaucoup, d'où l'importance du bouclier thermique de la capsule. Ça, c'est vraiment très, très important. C'est ce qui les protège, finalement. Mais ça reste quand même
un moment où on espère que tout va bien se passer jusqu'à la fin. C'est un autre des grands dangers d'une mission comme celle-ci, le moment où il revient dans l'atmosphère. Ouais. Mais après ça, donc, on peut quand même évaluer là, tout ce qu'ils ont vécu, en fait, dans l'espace. Est-ce qu'ils vivent aussi également après? Donc, j'imagine que ça va être rempli de données scientifiques qu'on va pouvoir explorer là, pendant constamment. mois. Chaque seconde de la mission était une source de données scientifiques. Là, on a des 4 humains comme ça qui sont allés très, très loin, là où on n'est pas allé depuis 50 ans. Il y a plein de données scientifiques qui ont été prises sur ces gens-là. C'était aussi la première fois qu'une femme allait aussi loin que ça dans l'espace. Donc, ça aussi, c'est une source de données inestimable pour voir bien, le corps féminin se comporte comment dans un voyage lointain dans l'espace par rapport au corps masculin. C'était juste des hommes qui sont allés jusqu'à maintenant. Donc, tout ça est une source d'informations scientifiques qui est exceptionnelle. Il y avait même des petites puces qui ont été envoyées avec l'équipage qui contenaient un échantillon de leur moelle osseuse pour voir comment cet échantillon biologique-là allait réagir aux radiations cosmiques qui peuvent être très dangereuses dans l'espace. Et on envisage par la suite d'envoyer ces échantillons-là peut-être avant que les astronautes partent pour avoir une idée individuellement qu'est-ce qui guette là, comme danger chacun des astronautes qui pourraient se retrouver dans l'espace. Ouais. Donc oui, on est allé voir la face cachée de la Lune, mais aussi on va en découvrir beaucoup sur le corps humain, effectivement. Et Martin, comment on va pouvoir aller par la suite vers Mars et la base lunaire. Ah oui. Donc plein d'aventures encore. Martin, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci de l'invitation. Merci. Salut Alain. Salut Sabrina. Bon, il y a les membres du Parti libéral du Canada qui sont au beau milieu d'un congrès à Montréal. On a même vu Mark Carney du côté du Canadien de Montréal. Mais là, on sait, bon, ça va être un gros week-end, un gros lundi là, pour les troupes de Mark Carney là, avec les partiels. Oui, tu l'as mentionné, Mark Carney flotte comme sans gravité, si je fais référence à ton dernier invité. Oui. Ça va bien pour les libéraux. Tous les sondages sont dans le positif. Et bon, naturellement, tous les yeux sont tournés dans son cas sur la question des transfuges, dont la dernière, Marilyn Gladu, qui est arrivée dans l'équipe libérale. Ça fait en sorte que, comme tu le mentionnes, lundi, 3 élections partielles, dont 2 à Toronto, que les libéraux devraient gagner sans trop de difficultés. Donc, passer de 171 à 173 députés. La majorité est à 172. Et là encore, il y a Terrebonne, qui est une lutte à finir entre le Bloc et le Parti libéral du Canada, qui avait gagné cette circonscription par un siège. On se rappelle, c'est un reportage d'Étienne, journaliste de Nouveau, qui avait fait ressortir un bulletin de vote qui ne s'était pas rendu par la poste, qui a fait en sorte que le juge a décidé de demander que l'on recommence l'élection par une élection partielle. Donc, Mark Carney s'en va dans une situation extrêmement intéressante pour lui, pour gouverner et pour mettre en place ses politiques, ses projets de loi qu'il veut pousser, particulièrement pour la défense, pour l'économie, pour les grands projets. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire quand même sur le leadership de Pierre Poilievre? Il a perdu une autre députée, comme on le disait, Mme Gladu, là, cette semaine. Oui, on parle de Pierre Poilievre. Il a pris parole pour la première fois à Richmond, en Colombie-Britannique, cet après-midi. Donc, il dit que Mark Carney bafoue la démocratie, contourne les règles en allant chercher les députés de transfuges. Je pense que là, Pierre Poilievre va devoir faire un examen de conscience parce que c'est lui qui a perdu l'élection alors qu'il menait par plus de 20 % dans les sondages depuis plus d'1 an. Il a perdu sa circonscription. Il a dû aller en Alberta se faire élire dans la circonscription la plus conservatrice au pays. Il a perdu déjà 4 députés, dont un, je tiens à souligner, Matt Generous, qui est député de l'Alberta, dans le château fort conservateur. Donc, ces gens-là prennent des décisions extrêmement difficiles personnellement, en traversant la Chambre. Je pense qu'il devrait plutôt se concentrer sur son propre leadership parce que je te confirme qu'après vérification, plusieurs sources le mentionnent, il y a de la grogne à l'intérieur du parti. Des députés pourraient demander carrément sa démission. Ils ont le pouvoir de le faire. C'est le seul parti qui a le pouvoir de le faire parce qu'ils ont ils ont voté pour le projet de loi Chong, qui donne le pouvoir au caucus d'expulser ultimement par vote secret son chef. Donc, ça va être très dur les prochains jours pour Pierre Poilievre. Et là, je veux juste entendre rapidement, là, en terminant, là, juste une courte réponse. Le dimanche, on va savoir ça va être qui le prochain premier ministre ou première ministre du Québec. Christine Préchette, Bernard Drinville. Qui a le plus de chances de le remporter?
Oui, dimanche, je pense que Christine Fréchette a une longueur d'avance, mais en même temps, les derniers apports à Bernard Drinville nous laissent sous-entendre que peut-être ça serait plus serré. On va suivre ça avec beaucoup d'intérêt pour pouvoir commenter ça lundi. Vraiment. Merci beaucoup, Alain. Bon week-end. Les Louanges lancent aujourd'hui son tout nouvel album Alouette. On en parle au retour avec Raphaël Roy. Bon, après le fromage cottage, la sardine, c'est le nouvel aliment qui fait fureur sur les réseaux sociaux. Tout le monde s'arrache carrément le produit et résultat, il y a des poissonneries montréalaises qui voient leur vente augmenter. Reportage de Lily Mercure. Dans les derniers mois, vous avez peut-être remarqué cette tendance sur les réseaux sociaux. These are the sardines we're eating today. Packed in Portugal. These have tomato sauce in them, which I really love. These are the 5 tin seafood brands that I think make super approachable beginner-level sardines. This is skincare in a can, y'all. La popularité de la sardine a explosé. On lui vend des bienfaits, par exemple, comme la perte de poids, de plus beaux cheveux et une plus belle peau. What I'm noticing most is hydration, so my skin looks a little bit brighter, the lines are a little bit softer. Et cette popularité-là se ressent chez les commerçants montréalais. Bon, nous, ça fait pas longtemps qu'on est ouvert, mais depuis qu'on a commencé avec celle-ci. Il y a eu beaucoup de demandes, donc on a augmenté notre offre au fur et à mesure du temps. Moi, depuis, disons, 2-3 mois, on n'arrête pas de remplir le bac. Oui, ça se vide, on le remplit, ça se vide, on le remplit assez vite. Est-ce que les gens arrivent et disent « Ah, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux » ou... Oui, souvent, oui. Ouais. Aussi les réseaux, mais beaucoup de monde qui font du sport. Par exemple, qui prennent soin de leur santé, ils sont intéressés. Vous en vendez en canne, mais vous en vendez aussi en congelé. En congelé. Oui, c'est ça. Est-ce que vous avez dû aussi en commander plus? Oui. Au début, je pensais que ça allait juste traîner là. Je voulais de la sardine parce qu'on s'appelle la sardine. Et puis, au fur et à mesure, on commence à avoir des habitués de ce produit. Donc, ça roule bien, oui. On est au commerce Les Douceurs du marché, au marché Atwater, où il y a quand même une grande sélection de sardines et on remarque l'engouement. Honnêtement, ça va faire comme quelques mois. Moi, je dirais qu'effectivement, on a quand même des clients qui viennent juste prendre comme des cannes de sardines. Là aussi, je viens de penser à quelque chose. Il y a aussi, je pense, tout ce qui est un petit peu marketing autour des sardines. Maintenant, comme peut-être vous pouvez voir après, on a quand même des beaux emballages aussi. Donc, les gens viennent faire aussi comme un peu les sauces piquantes, des tests de sardines. Mais maintenant, peut-être qu'aussi, ça apporte des nouveaux clients un peu plus jeunes aussi. Ou, par exemple, qu'on a vu peut-être sur les réseaux sociaux passer comme soit des concours ou alors des pages. Je sais qu'il y a des pages de dégustation de sardines. On s'est posé la question, est-ce que toutes ces propriétés sont justifiées? Eh bien, on a posé la question à une nutritionniste. C'est beaucoup des prétentions qui sont exagérées. Oui, la sardine est intéressante, entre autres parce qu'elle est riche en protéines, elle est riche en oméga 3 aussi. Ce sont des bons gras qui ont des bienfaits sur la santé en général, mais de là à attribuer des bienfaits sur la perte de poids, la perte de la peau, les cheveux et tout ça, il n'y a vraiment pas d'études qui soutiennent ça, mais ça reste un bon aliment quand même. Une chose qui est sûre, c'est que la sardine risque d'être pas mal plus dans nos assiettes cette année. À Montréal, Lily Mercure, pour Nouveau Info. Bonsoir, Raphaël. Bonsoir, Sabrina. Alors, les Louanges qui lancent un nouvel album, là. 3e album, Alouette. C'est comme ça que ça s'intitule. 15 nouvelles chansons pour les Louanges. Ça arrive à temps, cet album-là, avec le printemps qui s'amène, le beau temps. Je m'imagine écouter ça dans l'auto, les fenêtres baissées, les cheveux dans le vent, ça s'écoute tellement bien. Il y a de la guitare, on parle d'amour, on parle de deuil aussi, on parle de l'identité québécoise. Et cet album-là vient aussi avec des vidéoclips, entre autres celui de la chanson Correct. Je vous dirais que c'est pas juste correct, c'est même très bon. C'était correct, moi je suis correct. 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 T'es correct? Plusieurs spectacles à venir pour les Louanges, entre autres en France et en Belgique. Dès le mois de mai, il va revenir chez nous par la suite avec ce spectacle sur les plaines d'Abraham au Festival d'été Québec. Et on a Lady Gaga qui chante dans la suite du Diable s'habille en Prada. Ça s'en vient, là, cette suite du Diable s'habille en Prada. C'est le 1er mai. Et là, Lady Gaga signe cette pièce qui se retrouvera dans la bande originale du film, de ce deuxième film du Diable s'habille en Prada, Runaway, qu'elle a fait en collaboration avec la rappeuse Doechii. Et c'est coécrit avec Bruno Mars. C'est vendredi. Ça s'écoute tellement bien. C'est une tune de party. Ça sonne comme ça, Runaway. Monday through Sunday, I can turn a dance floor into a runway. Monday through Sunday, I can turn a dance floor into
Ah, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Là, on s'en doutait, les billets pour Céline Dion, ben, ils se sont envolés comme des petits pains chauds. Il n'y en a plus, Sabrina. 10 heures la vente à heure de Paris. 4 heures du matin, c'était pour nous, cette vente-là. Et ben là, les 16 concerts sont maintenant complets. Il y a eu plusieurs réactions, évidemment, de gens déçus de la vente, déçus de certains problèmes techniques. Il y a Maxence Garneau-Réaction qui me fait beaucoup rire sur les réseaux sociaux. Il invite les gens à ce concours. Donc, vous courez la chance, ceux qui ont des billets seulement, vous pouvez participer, courir la chance d'être accompagné par Maxence. Évidemment, il n'y a pas de billets. Le but, c'est de se trouver quelqu'un qui a des billets, puis ben, il va faire gagner une personne qui a un billet à lui donner. Donc, ça me fait beaucoup rire. Il y a ce genre de réaction-là. C'est vrai, OK. Sinon, Pink va animer le 79e gala des prix Tony. Cérémonie qui récompense les meilleures comédies musicales. Et donc, ben, c'est elle qui animera en juin cette 79e cérémonie. Elle est très touchée, très honorée d'animer ça. D'ici, dans le showbiz, là, dans le monde du spectacle, c'est les gens de Broadway qui travaillent plus fort. Excellent. Merci beaucoup. À 22h. Oui. Yannick et Frédéric, bonsoir. Bonsoir, Sabrina. Allô? Les amateurs du Canadien qui sont en liesse au lendemain du 50e but, enfin, de Cole Caulfield. Oh! Enfin, c'est le cas de le dire. Parce que tu nous le demandais souvent. Il va marquer quand? Puis Marie-Christine nous le demande souvent. Oui, tout le monde nous le demande souvent. Je me levais le matin, je me disais, c'est quand qu'il va compter? Bon. Y a-tu compté hier? Bien, c'est fait. Et écoute, à la demande générale, revivons ce grand moment, justement, avec notre collègue Pierrot d'hier, le 50e de Cole Caulfield. Caulfield s'avance. C'était une description parfaite de notre collègue Pierre Houd, qui a nommé tous les joueurs de l'organisation qui ont réussi ce fait d'armes de marquer 50 buts. Il a été élu la première étoile du match, évidemment. Le Centre Bell était en liesse. Le papa était heureux. Il était ému. Il lui reste encore 3 matchs pour améliorer cette marque et ajouter quelques buts à sa fiche pour Cole Caulfield. Et les amateurs ont vécu une soirée vraiment magique au Centre Bell, déjà avec l'atmosphère de série qui règne. Ça valait le prix du billet. Oui, tout à fait. Puis là, il manque là, les 2 points à Suzuki pour avoir 100 points en carrière, évidemment. Mais regarde comment c'est serré dans la course encore pour la tête de la division Atlantique. C'est important. Le Canadien n'est qu'à 2 points de Buffalo. Prochain match du Tricolore, c'est demain face aux Blue Jackets de Columbus avant de se déplacer pour aller du côté de New York face aux Islanders. Il y en a qui nous demandaient des nouvelles également de Michael Age. Pas de nouvelles du côté du Canadien de Montréal. Donc, il est éliminé avec son club universitaire. Mais l'espoir du Tricolore, on ne sait encore pas ce qu'il va faire. Et je te signale que la victoire de Montréal affronte demain pour la tête du classement dans la LPHF, le Fleet du côté de Boston. Et maintenant, deuxième journée du tournoi des maîtres, Rory McIlroy qui confirme sa bonne forme. Là. Oui, tout à fait. Hier, il avait pris le premier rang après la première ronde. Il était à égalité avec Sam Burns. Hier, après 18 trous, il a repris là où il avait laissé hier. Il est toujours en tête pour le moment à -8. Il est au 14e. Il devance Patrick Reed par un seul coup. Il y a le Canadien Corey Connors. Par contre, c'est une journée plus difficile. Des 2 premières rondes très difficiles. Il se retrouve à +4 après les 36 premiers trous. Et on a le parcours de Félix Auger-Aliassime à Monte-Carlo qui se termine en quart de finale. Quart de finale, mais il s'est incliné face au 2e joueur mondial, Yannick Sinner, l'Italien, qui ne perd pratiquement jamais. Dans un Masters 1000, au cours des 19 derniers matchs, il n'a perdu qu'une manche, imagine. Défaite de 2 manches, 6-3, 6-4, 1h32 la durée du match. C'était la 5e fois en 9 mois que Félix perdait face à Yannick Sinner. La bonne nouvelle, c'est qu'il est quand même pu aller prendre sa douche à la maison parce qu'il demeure à Monte-Carlo, à Monaco. Donc, Félix Auger-Aliassime, c'est le point positif. Très bon. Quand même. Mais sinon, il y a plusieurs choses à surveiller en fin de semaine, dont l'ouverture locale du CF Montréal. Oui, parce que le CF Montréal avait disputé ses 6 premiers matchs à l'étranger, vous le savez, en raison de la météo ici à Montréal. Donc, demain, c'est contre l'Union de Philadelphie. L'Union de Philadelphie qui n'a pas de victoire depuis le début de la saison. Le CF qui a une victoire en 6 matchs. Peut-être une belle occasion d'ajouter une deuxième victoire. Et premier match de l'histoire du FC Supra du côté de Victoria en Colombie-Britannique. Et là, à partir de lundi, la prochaine question qu'on va vous poser, c'est est-ce que Nick Suzuki va s'être rendu à 100 points? Mais je sais que la saison termine, là, mais quand ça va peut-être être fait lundi. Ça s'en vient, sait-on jamais, mais entre-temps, on te souhaite un bon week-end et une bonne cabane à sucre si tu y vas. Oui, merci beaucoup à vous autres aussi. Bye. Salut.
Bye. En Corée du Sud, maintenant, il y a une école qui a été fermée à cause d'un loup en cavale. Le mâle de 2 ans s'est échappé d'un zoo en banlieue de Séoul hier. Il se serait creusé un chemin sous une clôture. Il y a des caméras de surveillance qui l'ont capté en train de rôder dans les rues et un boisé. Il y a des centaines de personnes qui sont à sa recherche. Cette histoire n'est pas sans rappeler le fameux zèbre qui avait fait fureur sur les réseaux sociaux en 2023 après s'être échappé d'un autre zoo de la région. Alors voilà, nous on se retrouve à 22h. On va bien sûr parler de l'amérissage de l'équipage d'Artemis II. On donne donc rendez-vous dès 22h.